Vous m'entendez? Très bien. Donc, on a été interrompu suite à un problème de connexion Internet. Donc, on va reprendre. Donc, voici le plan du cours. On va faire donc en plus du rappel anatomique, la physiopathologie. Comme je vous l'ai déjà dit, un traumatisme thoracique peut avoir des conséquences respiratoires et des conséquences hémodynamiques. On va parler aussi de différentes lésions associées, car généralement, un traumatisme thoracique entre dans le cadre d'un polytraumatisme. C'est-à-dire un polytraumatisme, par définition, c'est un polyblessé qui présente au moins une lésion qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Comme vous le savez, un traumatisme thoracique, ça met en jeu le pronostic vital. Donc on va donc ensuite passer à la conduite à tenir pratique devant un traumatisme thoracique, notamment l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens paracliniques à faire, ainsi que les premiers secours. Donc, puis, on va énumérer les différents types de lésions thoraciques. On va les subdiviser donc, en trois grands groupes. C'est les lésions pariétales, telles que les fractures de côte, de sternum, par exemple. Et il y a les lésions du contenu thoracique. Le contenu thoracique, c'est les lésions pleuropulmonaires, les épanchements donc, aériens ou pneumothorax, les épanchements hématiques aussi, les hémothorax, les contusions pulmonaires. Et on va faire enfin les lésions médiastinales, c'est les lésions du cœur et des gros vaisseaux. Enfin, on va dire quelques mots au traitement, et particulièrement, on va parler de l'indication de la chirurgie en matière de traumatisme thoracique et d'un geste salvateur très important qui est le drainage thoracique. D'accord? Donc, on commence. Donc, quand même, les traumatismes thoraciques sont de pronostics mauvais. Ils constituent à eux seuls de 25 à 50% des décès par traumatisme en général. C'est les troisièmes en fréquence après les traumatismes crâniens et les traumatismes du membre. Et une grande partie des malades qui ont des traumatismes thoraciques graves meurent avant de rejoindre l'hôpital. Sa gravité est surtout liée aux complications respiratoires et circulatoires. Donc, on peut les subdiviser en deux types de traumatismes. Il y a les traumatismes pénétrants, c'est les plaies. Les traumatismes fermés, c'est les contusions. Donc, souvent, les traumatismes fermés ou contusions surviennent suite à des accidents de la voie publique, surtout dans plus de 70% des cas. On va faire un rappel anatomique du thorax. Il est composé donc d'un contenant et d'un contenu. Le contenant, c'est cette cage thoracique qui est constituée donc, de côtes en nombre de 12, du sternum et du rachis en arrière. Donc, ce thorax-là, il est constitué aussi de deux orifices. Il y a un orifice supérieur et un orifice inférieur. Donc, l'orifice supérieur qui communique avec le cou. L'orifice inférieur, il est fermé par un muscle qui s'appelle le diaphragme. Ça, c'est pour le contenant. Pour le contenu, il contient donc le médiastin qui est subdivisé en trois parties. Il y a le médiastin antérieur contenant le cœur, le médiastin moyen contenant la trachée et les pédicules pulmonaires, et enfin le médiastin postérieur qui contient l'œsophage et l'aorte thoracique, ainsi que d'autres éléments anatomiques. Et puis, il y a en plus du médiastin, il y a les poumons en latéral. Pour les circonstances de survenue, donc, on peut les subdiviser en deux grands groupes, en cas de traumatisme civil et en cas de traumatisme de guerre. Donc, en matière de pathologie criminelle et de guerre, généralement, c'est les plaies de poitrine, que ce soit surtout par arme blanche ou surtout par arme à feu. C'est les plaies balistiques thoraciques. Et il y a un autre type de traumatisme qui sont le traumatisme par blast ou bien suite à une explosion. Ça, c'est surtout, ça souvent en cas de guerre. En pathologie civile, c'est largement dominé par les accidents de route. Donc, pour le mécanisme lésionnel, on a deux types de mécanismes. Il y a le mécanisme direct. Donc, par exemple, lorsqu'il y a
une lésion provoquée directement par un objet contondant sur le thorax. Donc, il va y avoir une contusion et des parties molles, des fractures ostéocartilagineuses surtout. Donc, il y a le deuxième type de mécanisme, c'est les lésions par décélération. Comme vous le savez, chaque élément du contenu thoracique présente son propre poids, sa propre densité, donc sa propre énergie cinétique aussi. Donc, lorsqu'il y a par exemple une décélération, par exemple un accident de la voie publique, donc l'énergie cinétique du cœur va être différente à celle du poumon. Donc, il va y avoir des lésions d'arrachement, des déchirements, des contusions. Donc, c'est la compression brutale contre un obstacle. Donc, l'énergie cinétique est différente en fonction de la densité des organes. On va avoir donc des lésions de cisaillement et de délacération. Maintenant, après avoir expliqué le mécanisme, les circonstances de survenue, on va passer à la physiopathologie. Donc, on va avoir deux types de détresse. Une détresse respiratoire par atteinte de la mécanique ventilatoire elle-même, par exemple le poumon, le diaphragme, ou bien par inadéquation du rapport ventilation-perfusion. C'est-à-dire il va y avoir un territoire bien perfusé et mal ventilé, par exemple en cas de contusion pulmonaire ou bien en cas de pneumothorax suffocant. Ou bien on peut avoir une surface donc bien ventilée et qui n'est pas perfusée, par exemple en cas de lésion vasculaire pulmonaire, par exemple. Donc, ça va donner une détresse respiratoire. Le deuxième type de détresse, c'est la détresse hémodynamique qui survient par deux types de lésions. Soit elle est suite à un choc hémorragique, par exemple si on a un hémothorax massif, il va y avoir d'importantes déperditions sanguines et ça va occasionner un choc hémorragique. Le deuxième type de choc hémodynamique, c'est le choc cardiogénique par atteinte du cœur. Par exemple, en cas d'épanchement péricardique, en cas de plaie cardiaque. Donc, vous retenez donc une détresse respiratoire par atteinte de la mécanique ventilatoire et une détresse hémodynamique par atteinte du cœur ou bien par déperdition sanguine. Maintenant, le plus important à votre stage, c'est la conduite à tenir devant un traumatisme du thorax. Que faire devant un malade présentant aux urgences pour un traumatisme thoracique? Il faut tout d'abord faire un examen clinique en commençant par l'interrogatoire. On doit un peu essayer de préciser les circonstances de cet accident. Est-ce que c'est un accident de la voie publique? Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est une chute d'un lieu élevé, par exemple, dans le cadre d'un accident de travail? Donc, on va essayer de préciser donc les circonstances de l'accident ainsi que le mécanisme. Est-ce que c'est un choc direct ou bien c'est une décélération? D'accord? Par exemple, si un malade reçoit un coup de poing sur le thorax, on va considérer ça comme un choc direct. Par contre, si un malade est conducteur d'un véhicule, porteur de ceinture de sécurité, il percute un objet, là, on va parler d'un mécanisme indirect, donc par décélération. D'accord? On va essayer aussi de bien apprécier les antécédents du malade, notamment l'état. Est-ce que ce malade-là présente un asthme, par exemple, ou une détresse cardiaque? Est-ce qu'il a une cardiopathie? Est-ce qu'il prend un traitement anticoagulant? Tout ça, c'est important, notamment la notion de tabagisme et d'insuffisance respiratoire. Après l'interrogatoire, on passe à l'examen clinique qui se subdivise en inspection, palpation et auscultation. Donc, puis l'examen de l'état général. Donc, on va commencer par l'inspection. On doit prendre la fréquence respiratoire du malade. On peut avoir dans ce cas-là une polypnée, parce que la fréquence est supérieure à 21 cycles par minute, comme on peut avoir une bradypnée qui témoigne de l'épuisement. On doit aussi préciser l'amplitude respiratoire. On observe le thorax du malade pour voir les mouvements respiratoires lorsqu'il respire. Donc, s'il y a par exemple une baisse de l'amplitude respiratoire, s'il y a aussi une asymétrie des deux hémithorax, on observe le mouvement thoracique. Si on constate une asymétrie, ça veut dire qu'il y a certainement un épanchement pleural. Aussi, on doit voir s'il y a une cyanose. La cyanose témoigne donc d'une détresse respiratoire, d'une hypoxie, ou bien une pâleur. La pâleur, dans ce cas, témoigne d'un choc hémorragique, d'une hémorragie, d'un saignement quelque part. Il y a un autre signe, c'est qu'on va détailler tout à l'heure, c'est la respiration paradoxale.
Ce signe-là se voit à l'inspection en cas de volet costal. On va détailler tout à l'heure ce que c'est qu'un volet. On doit aussi rechercher les signes cutanés, notamment des ecchymoses, des abrasions, des plaies, aussi une éventuelle turgescence des jugulaires, qui se voit surtout en cas de lésion médiastinale. Et les signes de lutte aussi respiratoires, notamment le tirage intercostal, d'accord, qui témoigne surtout d'une obstruction des voies aériennes supérieures. Enfin, on doit essayer de rechercher une hémoptysie, qui est le rejet donc par la bouche suite à un effort de toux de sang. Donc ça, c'est pour l'inspection en gros. Donc après, on passe à la palpation. On la recherche surtout d'un emphysème sous-cutané qui se définit par la sensation de crépitation sous-cutanée, comme si on palpe de la neige. C'est des crépitations neigeuses sous-cutanées, ce qu'on appelle l'emphysème sous-cutané. On doit aussi rechercher une douleur exquise à la pression des côtes, du sternum, une mobilité anormale, qui témoigne donc d'une fracture de côte. Ensuite, on va essayer de rechercher une diminution, une abolition des vibrations vocales, qui se voit surtout en cas de pneumothorax. On doit bien sûr aussi effectuer une percussion des espaces au niveau des espaces intercostaux. Si on a un tympanisme, ça veut dire qu'il y a un pneumothorax. Par contre, si on a une matité, ça veut dire qu'il y a un hémothorax. Enfin, le temps le plus important à l'examen thoracique d'un traumatisé, c'est l'auscultation, à la recherche d'une abolition et une diminution du murmure vésiculaire qui témoigne d'un épanchement pleural. Aussi, une diminution des bruits du cœur, des bruits cardiaques. Ça se voit surtout en cas d'épanchement péricardique et à la recherche de souffle aussi en cas de lésion valvulaire. Donc, si c'est pour l'examen physique proprement dit du thorax. Ensuite, on va faire un examen général, c'est les paramètres hémodynamiques. Paramètres hémodynamiques. Donc, surtout la pression artérielle, l'évaluation de l'état de conscience. En cas d'hypotension, ça se voit surtout en cas d'état de choc cardiogénique ou de choc hémorragique, on aura une baisse de la tension artérielle. Après avoir fini l'examen clinique, on va faire l'examen paraclinique. Le bilan paraclinique le plus important, l'examen clé, c'est le téléthorax, la radio du thorax debout de face de préférence. Donc, on effectue un téléthorax, puis on effectue aussi un examen biologique, notamment un groupage sanguin, une FNS à la recherche d'une baisse de l'hémoglobine qui s'observe en cas d'hémorragie. On fait aussi un taux de troponine sanguine. La troponine, on va avoir une élévation du taux de troponine en cas d'infarctus du myocarde, donc en cas de nécrose cardiaque, en cas de contusion cardiaque. Donc, c'est un examen biologique très important. Si on suspecte une contusion, une atteinte du cœur suite au traumatisme, on doit réaliser un taux de troponine. La gazométrie aussi, les gaz du sang, c'est important. On doit réaliser aussi un ECG, le tracé ECG, afin de constater d'éventuels signes, notamment le microvoltage. Le microvoltage diffus qui témoigne donc d'un épanchement péricardique important, compressif. Après, donc, le téléthorax et les examens biologiques standards, notamment le taux de troponine sanguine. Un autre examen capital dans l'évaluation du traumatisme thoracique grave, c'est le scanner thoracique, qui doit être réalisé après une stabilisation hémodynamique du patient. Il y a d'autres examens qui ne sont pas réalisés de façon systémique, mais à la demande. En fonction de la demande, notamment l'échographie transthoracique, l'échographie transœsophagienne, la fibroscopie bronchique qui se demande surtout en cas d'hémoptysie, et l'échographie abdominale à la recherche d'un traumatisme abdominal associé. Donc maintenant, après l'examen clinique, l'interrogatoire, l'examen de l'état général, l'examen thoracique avec tous ces temps, notamment l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation, la réalisation donc d'un téléthorax, éventuellement d'un scanner thoracique, d'un bilan biologique complet. On va énumérer maintenant les différentes étiologies, les différentes lésions thoraciques qu'on peut rencontrer. On l'a déjà donc subdivisé en traumatisme fermé,
C'est les lésions pariétales, les lésions pleuropulmonaires et enfin les lésions médiastinales. Pour les lésions pariétales, il y a plusieurs types de lésions pariétales. Il y a les lésions osseuses qui sont les fractures de côte, de sternum et les volets thoraciques. Il y a les lésions diaphragmatiques, c'est les ruptures diaphragmatiques. Et il y a enfin l'emphysème sous-cutané. On va dire quelques mots sur l'emphysème sous-cutané. C'est la présence de l'air dans les tissus sous-cutanés. Peut être diffus ou localisé. Il peut avoir plusieurs origines. Il peut avoir de l'air qui pénètre de l'extérieur vers le tissu sous-cutané, comme on peut avoir de l'air qui pénètre du poumon vers le tissu sous-cutané. C'est en cas d'effraction pulmonaire. Ça se voit aussi en cas d'effraction trachéale ou bronchique. L'air va donc pénétrer de la trachée vers l'espace sous-cutané. Ça peut être aussi avoir comme origine une rupture de l'œsophage. L'œsophage, c'est un organe creux. S'il est perforé, il va y avoir de l'air qui passe de l'œsophage vers les tissus sous-cutanés. Ça va donner l'emphysème sous-cutané. Donc, cliniquement, son diagnostic est très facile. On aura donc à la palpation des crépitations neigeuses sous-cutanées. La radiographie du thorax et le scanner vont l'identifier sous forme donc, de bandes claires au niveau des parties molles. C'est des clartés aériques, vous voyez sur les deux images là. On voit là sur ces deux images-là, c'est un malade qui présente un emphysème sous-cutané. Regardez bien la tuméfaction palpébrale au niveau de la face, au niveau du thorax. Lorsqu'on la palpe, on va avoir une sensation de crépitation neigeuse. Et sur ces radios-là, on voit des clartés gazeuses au niveau des parties molles. Vous voyez au niveau des flèches là, blanches. Deuxième type de lésion, c'est les fractures de côte et du sternum. Donc, c'est une rupture c'est une solution de la continuité des côtes ou du sternum. Son diagnostic clinique, il est facile aussi, c'est la douleur, c'est le craquement à la palpation. Craquement très douloureux. Donc, on a un point bien précis, c'est en fonction de la localisation de la côte. On voit sur ces images radiologiques-là, des fractures de côte. Là, c'est les arcs postérieurs. Donc, voilà, plusieurs côtes qui sont fracturées. Donc, idéalement, on réalise un cliché particulier qui s'appelle le gris costal. Donc, ça nous permet de mieux visualiser les lésions osseuses du thorax. Le traitement, en matière de fracture de côte, le traitement, donc, ça dépendra de l'âge, du nombre de fractures, du siège des fractures et des antécédents du malade. Généralement, une fracture simple de côte, ça guérit spontanément, donc en prescrivant donc un traitement antalgique, un traitement donc un expectorant, un traitement peut-être anti-inflammatoire aussi, avec stabilisation de préférence par un élastoplaste. C'est une bande qu'on applique sur le thorax, une bande adhésive. Ça guérit généralement au bout d'un mois environ, de 21 jours à un mois, ça va consolider. Seulement, certaines fractures de côte vont nous inquiéter par leur siège surtout et par leur nombre. C'est aussi en fonction du terrain. Donc, ça va nous pousser à hospitaliser le malade. Et quels sont les critères d'hospitalisation d'un malade présentant des fractures de côte? C'est surtout lorsqu'il s'agit d'une fracture de côte compliquée d'un pneumothorax, d'un hémothorax ou d'un emphysème sous-cutané. Là, il faut hospitaliser le malade, surtout afin de réaliser un drainage thoracique associé. On hospitalise aussi un malade qui présente une fracture de la première côte, parce qu'au niveau de la première côte, il y a des vaisseaux majeurs qui passent, et des nerfs aussi. Il y a le plexus brachial et les vaisseaux sous-claviers. On voit sur ces images-là une fracture de la première côte. Il faut hospitaliser le malade, l'examiner, réaliser des examens complémentaires, parce qu'il s'agit d'une fracture de la première côte. Lorsqu'il s'agit aussi de fractures des dernières côtes, notamment 9e, 10e et 11e côte. Parce que là, le traumatisme est considéré comme un traumatisme thoraco-abdominal. Au niveau, vous savez, au niveau de 9e, 10e, 11e côte, se projette la rate, le rein et le foie. Donc, il peut y avoir des lésions de ces viscères, ces derniers viscères associés. Il faut toujours donc hospitaliser un malade présentant une fracture des dernières côtes, notamment 9e, 10e et 11e côte, au moins pour une observation de 24-48 heures, la réalisation d'une échographie abdominopelvienne.
Enfin, on hospitalise les patients âgés avec insuffisance respiratoire qui ont une fracture de côte afin de mieux les surveiller car ils risquent de développer une infection pulmonaire et une atelectasie. Donc, pour le traitement, on en parlait donc des antalgiques, AINS. Il y a même infiltration, on peut même infiltrer des antalgiques dans l'espace intercostal. Surtout, il faut lutter contre l'encombrement bronchique. Parfois, donner l'antibioprophylaxie si le sujet âgé à risque afin de lutter contre l'infection. Donc, c'est clair, il faut bien retenir les critères d'hospitalisation chez la malade présentant une fracture de côte. Une autre lésion donc pariétale, c'est le volet thoracique qui se définit par un segment de la paroi qui est désolidarisé du reste du cricostal. Donc, c'est une portion de la paroi thoracique qui est mobilisée, qui se désolidarise de l'ensemble du squelette. Donc, c'est une partie qui est anormalement mobile. Je vais bien vous expliquer par un schéma. Donc, notre définition, c'est une fracture bifocale sur plusieurs côtes successives, c'est-à-dire une côte fracturée en deux régions sur plusieurs étages. Donc, il existe plusieurs types en fonction du siège, du volet. Il peut être latéral, antérieur ou postérieur. Donc, ça va entraîner ce qu'on appelle la respiration paradoxale. Il va y avoir un segment du thorax qui est indépendant. Il n'est pas mobile avec les mouvements respiratoires. Ce qu'on appelle la respiration paradoxale. Donc, vous voyez sur cette image-là, en rouge, on a plusieurs côtes avec fracture bifocale. Donc, on va avoir tout ce segment rouge qui est désolidarisé, qui est indépendant du reste de la paroi. Il ne va pas bouger de façon synchrone avec le reste de la paroi au cours des mouvements respiratoires. On voit sur ce cliché-là cette image donc, de fracture multiples étagées de côte. Sur cette image-là aussi, on voit un volet costal encerclé